ce qui caractérise la politique israélienne, c'est la droite. Le pouvoir est à droite, le gouvernement est à droite, la majorité du Parlement, la grande majorité est à droite, le discours est de droite. Est-ce que ça veut dire que la société israélienne a complètement basculé à droite? Et ce sera mon avant-dernier point. Ça va? Oui, non, ça va plus. D'accord, alors je vais le faire tout vite. Et là, je vais sans doute surprendre pas mal d'entre vous. Si on regarde les sondages, ceux qui connaissent Dominique Vidal, le rédacteur en chef, l'ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, et un très bon ami, et un très grand spécialiste de d'Israël en particulier, de la Palestine et d'Israël. C'est un grand expert des sondages. Et c'est lui qui me nourrit régulièrement de sondages sur plein de choses, mais en particulier sur Israël. Il adore lire et analyser les sondages. Et si on regarde les sondages des 30 dernières années, on voit une très grande stabilité des sondages d'opinion, sur les opinions de la population israélienne. En fait, depuis la guerre du Liban, depuis 82, on voit une société qui est divisée en deux moitiés, une grande moitié et une petite moitié. Non, c'est-à-dire 45, 55, 48, 52. Longtemps, la grande moitié était plutôt à gauche et la petite moitié était plutôt était à droite. Enfin, gauche, centre-gauche. Il y a eu un glissement, effectivement. Aujourd'hui, la grande moitié elle est à droite et la petite moitié est à gauche. Mais ce n'est pas un basculement de 50% à tout d'un coup 20% ou 15%. On reste dans cette division, je dirais plus ou moins 50-50, moitié-moitié. C'est-à-dire une moitié qui soutient à fond la caisse la politique agressive, belliciste, coloniale, ouvertement coloniale du gouvernement, et une moitié qui n'aime pas les colons, qui les déteste même, qui n'aime pas la droite, qui voudrait bien qu'il y ait la paix, et qui sait que pour faire la paix, il faudra faire un compromis important, qui rêve d'un autre Israël, qui n'a jamais existé, mais qui est dans l'imaginaire collectif, où tout était bien, tout était égalitaire, et les Juifs et Arabes, comme je racontais à... Enfin, non, peu importe, c'était à table. Mais la grande différence, alors, c'est moitié-moitié. Alors pourquoi cette image d'un Israël qui a complètement basculé à droite? Parce que s'il s'agit de deux moitiés de même poids à peu près, le poids n'est que statistique, n'est que en termes d'opinion. En termes de réalité sur le terrain, alors là c'est 80 contre 20. À savoir, la droite a un projet, la droite a des valeurs, la droite a une stratégie. Et la droite a le pouvoir pour mettre en œuvre cette stratégie, et elle le fait depuis maintenant presque 20 ans. Et la gauche, elle pleurniche. Et elle consomme. Parce que la gauche israélienne, je dis la gauche, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la droite, c'est Tel Aviv. Je dis Tel Aviv comme concept. Une ville riche, une ville moderne, une ville qui se croit en Europe, qui tourne le dos au Moyen-Orient, qui trouve que le conflit, là, qui est derrière nous, à 20 km derrière nous, à Jérusalem, dans les territoires occupés, c'est pas le nôtre. Nous, on n'en veut pas, on n'est pas là. C'est cette jeunesse que j'ai décrite, qui part, qui trouve que ça sent mauvais, qui comprend les enjeux, qui comprend les difficultés et qui ne veut pas les confronter et qui part. Tel Aviv, c'est une ville qui est partie, même si elle est là. Elle est dans sa bulle, et je dis Tel Aviv, mais je parle de cette moitié d'Israéliens, ils ne sont pas tous à Tel Aviv seulement, mais qui ne vit pas, contrairement à la droite, un sentiment d'urgence. La droite est dans l'urgence. Il faut y aller, il faut avancer. Il faut réaliser notre projet, il faut élargir les frontières israéliennes, il faut coloniser, il faut neutraliser les Palestiniens. Et la gauche attend qu'il y ait des pressions internationales, un article récent de quelqu'un qui nous dénonçait, parce que nous on appelait à BDS, boycott, sanctions, j'y reviens pour terminer,
et nous dénoncer comment il faut qu'il y ait du changement, ça doit venir de l'extérieur, ne mène pas les autres, des pressions extérieures, non, 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 non. Et alors je dirais que Tel Aviv, ou cette moitié d'Israël, attend que les autres fassent le travail pour nous. Un jour, les Américains ne nous laisseront plus faire. Un jour, l'Union européenne en aura marre et prendra des sanctions. Mais en attendant, on mène la belle vie. Et je parlais d'un Israël qui est riche, et Tel Aviv en particulier. Cette partie d'Israël, les pauvres votent à droite. Mais la gauche israélienne, ou le centre-gauche israélien, c'est les classes aisées. Et les classes aisées qui ne vivent pas l'urgence, qui vivent un sentiment de confort, d'inconfort moral. Je parlais de cette crise morale qu'il y a, cet sentiment de pourriture, mais pas suffisamment pour les bouger. Et si ça va mal, on part. C'est ce que fait cette jeunesse. Si on trouve que l'ambiance est insupportable, on va faire 2 ans, 3 ans, on va faire un doctorat aux États-Unis, on va accepter un poste en Australie, et après on verra bien. Ça ira mieux, on revient. Aujourd'hui, on est dans un monde où les frontières sont beaucoup plus poreuses. On n'est pas... les gens quittent leur lieu de vie, vont ailleurs, font des études à un endroit, sont nés quelque part, font des études ailleurs, prennent un boulot. Alors la France n'est pas mobile comme les États-Unis, mais même en France, qui est pourtant un pays assez stable, Israël est un pays où on part, où on change de ville, on change de pays, même s'il le faut. Ça ne veut pas dire émigrer pour la vie, mais ça veut dire, s'il y a des cieux où c'est plus... s'il y a des endroits où l'ambiance est meilleure, on préfère y élever nos enfants que dans la pourriture que j'ai décrite tout à l'heure. Et lorsqu'on est sur place, là aussi, on se ferme dans la bulle. On essaye de ne pas être impliqué dans le conflit et de se créer l'illusion que nous, on est hors du problème. C'est cette moitié d'Israéliens qui donc, statistiquement, c'est pas un grand basculement, mais c'est une asymétrie dans l'engagement, dans l'action, dans ce qu'on fait. Et là, l'asymétrie est totale. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la disparition du mouvement de la paix. En Israël, on a eu un mouvement de la paix qui a changé la donne à 2 occasions, qui a vraiment changé le cours d'Israël, le cours politique d'Israël. La guerre du Liban, qui a imposé le retrait du Liban. Enfin, c'est pas le mouvement de la paix, c'est la résistance libano-palestinienne qui a fait pression et qui a, comme c'était le cas la guerre d'Algérie en France, c'est-à-dire il a fallu une forte résistance en Algérie pour que l'opinion commence à changer, jusqu'au moment où elle bascule. On a eu un basculement de l'opinion publique en 82-85 qui a imposé le retrait du Liban. On a eu un basculement dans la suite, dans la foulée de la guerre du Liban, qui a imposé la reconnaissance de l'OLP. On était quelques dizaines, quelques centaines d'abord, puis quelques milliers, jusqu'au jour où on est devenu une majorité dans l'opinion publique qui a dit il faut reconnaître l'OLP, il faut entendre ce que disent les Palestiniens, ils nous tendent la main, il faut entreprendre des négociations. Cette bataille a été gagnée. Après, ce qu'on en a fait, c'est une autre histoire. Mais elle a été gagnée. Donc l'opinion publique, le mouvement de la paix, a pesé sur les décisions politiques. Il a disparu en 2000. Alors, je suis sûr que quelqu'un posera la question, pourquoi il a disparu et comment il a disparu? Il a disparu en un week-end à la mi-2000 et il n'existe plus. Il ne s'est pas remis. Il ne s'en est pas remis. Il reste les groupes, ce qu'en France on appellerait l'extrême gauche. Non, c'est exagéré de dire extrême gauche. Enfin, la gauche militante, que ce soit les organisations des droits de l'homme ou les rabbins pour les droits de l'homme, que ce soit les ONG, que ce soit les mouvements, là on peut dire d'extrême gauche, anticolonialistes, enfin un peu comme nous, anticolonialistes par principe, par choix éthique et politique. Mais ça ne mobilise plus des centaines de milliers comme dans le passé. Ça mobilise dans les bons jours, les mauvais jours, pendant les bombardements du Liban, pendant les diverses agressions contre Gaza. Oui, quelques dizaines de milliers on peut mobiliser, juifs et arabes. Malheureusement plus ensemble, juifs et arabes. Mais ensemble, on fait encore quelques dizaines de milliers, mais ce n'est pas suffisant pour peser sur les choix politiques
et changer le cours de la politique. Et pourtant, un sentiment qui est largement partagé, surtout à travers les médias, qui sont en général plus à gauche que l'opinion publique moyenne, c'est qu'on a un gouvernement qui navigue à vue. Un gouvernement qui, c'est une image que j'aime utiliser, c'est vraiment un capitaine qui conduit un bateau et qui ne sait pas lire la carte du monde qui nous entoure, des changements qui traversent le monde. Une carte qui a été dessinée par les néoconservateurs il y a 30 ans, mais qui n'est plus la carte d'aujourd'hui. Le monde change. Et qui mène, par exemple, la guerre contre l'Iran, alors que depuis des années, c'est clair que pour les grandes puissances, l'Iran fait partie de la solution, l'Iran, c'est plus le problème. Et qui continuait jusqu'à il y a 2 mois à dire « il faut bombarder Téhéran ». Ne comprenant pas, mais ça c'était il y a 20 ans. Ça avait un sens il y a 20 ans. C'était faux, mais ça avait un sens. Mais aujourd'hui, c'est devenu absurde. Il faut bombarder Téhéran, alors que l'Europe, les États-Unis, les Russes, tous ensemble disent on a besoin de l'Iran pour résoudre le problème de Daesh. Et on arrête les sanctions. Et il a fallu vraiment que les amis de Benyamin Netanyahou disent oh, réveille-toi, c'est fini, Iran, fini, invente un nouvel ennemi. Oui, ça c'est un gouvernement qui navigue à vue, qui ne lit pas les cartes, qui ne sait pas se servir la boussole, et qui nous mène à la catastrophe. Pas demain, mais qui fait abstraction de la réalité. Un gouvernement qui gère pas mal le pays, mais dans une mécompréhension de plus en plus grande du contexte. Or, un pays comme Israël, il n'existe pas hors contexte. Ce n'est pas une grande puissance, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas la Chine qui peut ignorer ce qui se passe autour, et même les grandes puissances, si elles ne comprennent pas ce qui se passe autour d'elles, ça ira pas bien pour longtemps.